Hello famille, le 14 avril était la journée internationale des secrétaires et assistantes de direction. Et avec votre permission, je vais rajouter réceptionniste parce que souvent dans les entreprises, les réceptionnistes servent aussi de secrétaire. Voilà, donc je vais rajouter ça. Et c'est mon métier. Je suis dans le domaine de l'assistanat de direction. Je ne l'ai pas choisi. Ça a été une opportunité. Après mes études, une de mes grandes sœurs a eu une opportunité et elle s'est dit, ma petite sœur, tu es bilingue, vas-y. On a tendance à penser que le métier de secrétaire de direction est un métier facile. Il te suffit de savoir taper à la machine, savoir répondre au téléphone, et puis c'est tout. Et donc je me suis lancée dans cette aventure-là. Aujourd'hui, ça fait 6 ans. Ça n'a rien à voir avec ma formation que j'ai eue à l'école. Et beaucoup de personnes sont comme moi. Ils exercent des métiers qui ne les passionnaient pas. Même dans leurs rêves les plus fous, ils n'avaient pas imaginé qu'un jour, ils feraient ces métiers-là. Mais après, pour être digne, pour avoir gardé une certaine dignité, ne pas toujours tendre la main aux autres, on finit par se retrouver dans des domaines d'activité comme ça, qu'on n'aime pas. On a beau être compétent, mais il y a tout un art tout autour. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé de te parler de mon métier, celui de l'assistanat de direction. Tu peux être assistante de directeur et assistante de direction. Assistante de direction, ça sous-entend que tu as des ramifications avec toutes les directions. Donc imagine, si tu es dans une entreprise par exemple avec 5 ou 10 directeurs, tu as des ramifications avec tous ces 10 directeurs. Et il te faut savoir faire la part des choses pour ne pas que l'un se sente supérieur à l'autre ou prioritaire sur l'autre. Il faut développer des aptitudes telles que tu puisses contenter chacun d'eux avec leurs humeurs, les humeurs de leurs visiteurs. Et comme tu as la courroie de transmission entre eux tous, tu as aussi la courroie de transmission entre toi et le reste du personnel. Et donc facilement, la petite secrétaire que vous voyez quand vous entrez dans une entreprise se retrouve à gérer les humeurs de tout un personnel. Si tu as la chance que tu es dans une petite entreprise où il y a moins de 10 personnes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te retrouves dans une entreprise où il y a 50, 60, 100, 200 personnes, tu imagines le jour où tu n'es pas de bonne humeur, tu dois supporter et subir les humeurs de toutes ces personnes-là. Le jour où tu es malade, par exemple, eux ils s'en foutent de savoir ça. Et normalement tu n'as même pas le droit, tu ne dois pas leur montrer ça. Tu ne dois pas leur montrer tes faiblesses. Et quand chacun vient vers toi avec ses préoccupations, que tu aies la réponse ou pas, ce n'est pas leur problème. Tu dois trouver des solutions à leur proposer. Donc le petit métier que tu vois là, secrétaire de direction, là, il y a beaucoup de choses. Et moi quand j'ai commencé ce métier là, franchement, je me contentais de faire mon travail. Mais je ne m'étais pas rendu compte qu'en dehors de mes tâches usiennes, il y avait le relationnel, que ce soit avec le personnel, avec les directeurs et avec l'extérieur. Et la première fois que j'ai pu réaliser un projet qui me tenait à cœur, je me suis dit, si ce travail m'a permis de réaliser ce projet-là, est-ce que je ne vais pas en faire mon métier? Et donc j'ai commencé à faire de la recherche. Quelles sont les compétences qu'une assistante de direction ou une secrétaire de direction doit avoir? Comment elle doit se comporter dans l'entreprise? Comment elle doit se vêtir? Oui, parce qu'il y a tout ça. Comment elle doit s'exprimer? J'ai commencé à faire de la recherche. Et au fur et à mesure que je faisais de la recherche, je tombais sur des articles passionnants, des témoignages de dames
qui ont commencé en tant qu'assistante de direction et qui ont fini par exemple aux ressources humaines ou qui ont fini par être à la direction commerciale, tout et tout, parce que elles avaient un bon management, elles savaient se comporter, le relationnel c'était parfait, tout et tout. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de débauchés avec ce métier-là. Et j'ai commencé à l'aimer. Et quand j'ai commencé à aimer mon métier, ça facilitait ma communication avec tout le monde, le personnel autour. C'est vrai, j'ai mes jours avec, j'ai mes jours sans, mais j'essaie d'être à l'écoute de toutes les personnes que je rencontre. Et quand tu as ce genre de poste-là, tu dois pouvoir descendre parfois, parce que tu peux rencontrer des personnes qui sont illettrées, qui ne sont pas parties à l'école, à qui tu dois expliquer les choses terre à terre. Tout comme il y a des grands directeurs, il y a des grandes personnalités aussi que tu reçois, et tu dois monter sur tes chevaux pour leur montrer que tu es un peu aussi de leur niveau. Tu comprends, pour ne pas qu'on te rabaisse. Donc du coup, tu es obligé de jouer, jongler, jongler. Donc parfois, il t'arrive de frustrer des personnes au passage, mais il faut pouvoir te rattraper aussi. Aucun métier n'est difficile. Aucun métier n'est facile. Tout dépend de la recherche et de l'engouement que tu mets à l'intérieur. Je regarde aujourd'hui l'actualité et je vois comment on est en train de descendre les sages-femmes, les médecins, les docteurs. Cette affaire-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que moi j'étais enfant, à ma plus tendre enfance, j'ai toujours entendu les mamans se plaindre de l'accueil, de la façon dont les sages-femmes les traitaient. Et moi, je me définis comme une enfant des CHU. Oui. Parce que ma grande enfance, je l'ai passée au CHU de Trècheville parce que j'avais des parents qui travaillaient là-bas, j'avais des tantes qui travaillaient là-bas. Au moins une fois par mois, j'arpentais les couloirs du CHU de Trècheville, un peu partout. Et ma grande ressemblance avec ma mère faisait que presque tout le monde me connaissait. On n'avait pas besoin de me surveiller. Dès que j'arrivais au CHU, je pouvais courir partout, jouer, que ce soit chez les sages-femmes, en chirurgie, dans tous les recoins de ces CHU-là. Ce qui fait que j'ai gardé une très belle image des CHU. Et j'ai toujours prié Dieu. Je me suis toujours dit, Seigneur, donne longue vie à toutes mes mamans qui travaillent au CHU, surtout les sages-femmes avec ce que j'entends. Parce que le jour de mon accouchement, je voudrais que l'une d'entre elles soit là, présente dans la salle, pour qu'on puisse bien prendre soin de moi. Normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de pensée-là. C'est pour te dire à quel point cette affaire-là est un traumatisme. Déjà que beaucoup de femmes souffrent pour pouvoir prendre une grossesse. Déjà que beaucoup de femmes parfois se retrouvent enceintes contre leur gré. Déjà que certaines portent des grossesses difficiles, imagine, si tu dois encore vivre le stress de « c'est sur quel genre de sage-femme je vais aller tomber, qu'est-ce qu'elles vont me faire? Qu'est-ce qu'on va me faire ?» Imagine. Et en plus, ces sages-femmes sont elles-mêmes mères, donc elles connaissent la douleur de l'accouchement. Il y a quelque chose à revoir. Mais moi, je ne suis pas là pour les descendre. Parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, le chômage est tel que les opportunités d'emploi sont devenues tellement minimes, les chances, que finalement, on ne choisit plus son métier par conviction, mais par instinct de survie. Et quand on pratique ce métier-là, qu'on n'aime pas, et qu'on ne trouve pas quelque chose dedans qui nous captive pour faire ressortir une certaine joie à exercer, c'est difficile. Aujourd'hui, on attaque les sages-femmes, le milieu médical, parce que là-bas, c'est la vie. Et la vie, il n'y a pas de porte de non-retour. La moindre erreur, elle est fatale. Mais on paye tous ce laxisme-là parce que nous sommes laxistes partout. Tu vas voir, par exemple, quand tu vas à la banque, parce que tu connais la caissière ou bien parce que tu connais un des gestionnaires de la banque, quand tu viens, tu vois bien qu'il y a un long rang, tu viens, tu dépasses tout le monde, tu vas directement vers la personne que tu connais, on te reçoit. Ou simplement parce que toi, tu donnes de bons pour boire tout et tout. Dès qu'on te voit, on te fait signe pour te dire, viens, viens, on s'occupe de toi avant les autres. Mais ceux qui sont dans le rang là, des fois, c'est l'argent de retrait qu'ils sont venus faire pour justement partir payer les médicaments
de leurs malades qui sont en train d'être malmenés dans les hôpitaux. Pareillement que nos policiers sur la route, quand ils arrêtent des véhicules qui ne sont pas en bonne et due forme, plutôt que de penser à la sécurité des passagers, ils empochent ses 5 000, ses 2 000, ses 1 000 francs, ils laissent ce taxi passer. Le mécanicien, par exemple, qui n'est pas consciencieux, tellement il veut te bouffer quand tu envoies ta voiture, il fait semblant de réparer un truc, mais il garde un autre truc en oubliant que une voiture qui est en train de rouler est un danger ambulant pour le conducteur d'abord et pour toutes les personnes qui sont autour. Et c'est pareil dans les administrations, que ce soit public ou privé. Tu arrives pour faire un document qui normalement peut-être doit prendre 2 jours pour obtenir une signature, mais parce que tu n'as pas glissé un billet dessus, on peut te taper les 1 mois, les 2 mois. Tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. On s'en fout de ton urgence. Donc tu vois, le laxisme qu'il y a dans les entreprises, dans les hôpitaux, c'est pareil un peu partout dans nos administrations. C'est vrai, nous sommes en train de décrier cela. Mais est-ce que nous ne faisons pas une remise en question nous aussi à notre niveau? Essaie de méditer là-dessus. Moi, j'implore votre doléance et j'implore la doléance aussi au niveau des administrateurs et surtout des victimes. Regarde, je vais te donner un exemple. Quand tu es dans un baka par exemple, ou dans un wawa, qu'il a une mauvaise conduite, quand toi tu commences à te plaindre, au lieu que les autres passagers puissent te soutenir, tout le monde te regarde comme si tu étais en train de faire mal, parce que les gens sont pressés d'arriver là où ils doivent aller. Peu importe que le conducteur conduise bien ou mal, ce n'est pas leur problème. Et quand on est victime de mauvais traitements quelque part dans une administration, à l'hôpital, au marché ou n'importe où, toi qui te plains, en tout cas si tu n'as pas su te plaindre, si tu n'es pas allé te plaindre à la bonne porte, au lieu de trouver du soutien, non, on va te lancer la pierre. Mais dites-moi, si nous tous on laisse pour nous à Dieu, sans se plaindre, comment on peut pousser les gens à changer? Parce que regarde, tu sais, chez moi, il y a une boîte à suggestions et toutes les personnes qui viennent, que ce soit mes collègues, les visiteurs, je les exhorte toujours à remplir mon cahier de suggestions. Parce que si je te reçois mal, que tu ne dis rien, et que je prends l'habitude de te recevoir toi mal et toutes les personnes qui viennent après, je commence à faire de cette mauvaise habitude-là une seconde nature. Et si personne ne se plaint, je vais faire des dégâts, je vais toujours faire des frustrés. Et c'est l'image de la société qui va aller, qui va en pâtir. Pourtant, si je te reçois mal, que tu te plains, que ce soit à moi ou à l'un de mes supérieurs, il va commencer à mener des enquêtes. Peut-être pas la première fois, mais s'il reçoit 2, 3 plaintes, ça va attirer son attention. Et quand il va commencer à mener des enquêtes, il va me sanctionner. Et s'il ne me sanctionne pas, ça veut dire qu'il est complice. Et là, il y aura d'autres choses qui viendront après. Mais quand il va me sanctionner 1 fois, 2 fois, si je tiens à mon emploi, je vais être obligée de me ressaisir. Et c'est pareil partout où on va. Les mauvais traitements, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Aujourd'hui, le monsieur qui a perdu ses jumelles ou ses jumeaux, je ne sais plus, il a été reçu par les autorités. Mais qu'en est-il de toutes ces personnes qui ont perdu un être cher dans les mêmes conditions et qui n'ont pas eu le courage de parler? Ou qui ont parlé, mais dont la voix n'a pas porté fort? Qui saura les consoler? Regarde, parfois quand on te donne une demande d'explication, ou parfois quand quelqu'un se plaint de toi, il ne faut pas tout de suite t'énerver. Essaie de reculer. Analyse ton comportement. Demande aux gens autour de toi, est-ce que c'est vrai que je suis comme ça? Et quand tu as la confirmation, essaie de t'arranger. Parce que ce que tu négliges aujourd'hui peut te porter préjudice demain et peut être préjudiciable à une autre personne. Aujourd'hui, j'ai été un peu longue. Peut-être que certains de mes abonnés ne vont même pas écouter la vidéo jusqu'à la fin.
Mais bon, c'est ma part. J'aurais essayé. Sur ce,